C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Quand on regarde ce qui se passe en Israël, en Palestine, au Liban, en Égypte, il y a une personne à qui on voudrait parler. Elle est devant moi. Normand Lester. Bonjour, M. Lester. Bonjour. Ben oui, parce que je dis vraiment ça parce que je crois que vous y connaissez beaucoup. Et pour une personne qui suit l'actualité, on a l'impression que c'est comme une Macédoine. Puis je sais que la Macédoine, c'est un territoire ailleurs, mais c'est comme une série de conflits qui n'en finissent plus. Actuellement, j'ai remarqué qu'Emmanuel Macron a dit à Netanyahou, n'oubliez pas que Israël a été fondé après une recommandation de l'ONU. S'il vous plaît, ne perdez pas ça de vue. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est en 1947. Hein? On sait ce qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste et tout ça. Et puis les Européens, tous les Européens se sentaient un peu responsables de ça. Donc, c'est ce qui a amené la communauté internationale la Grande-Bretagne en particulier, je pense. La Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, dès la fin de la Première Guerre mondiale, s'était engagée envers la communauté juive, de leur permettre de revenir en Palestine, d'où ils avaient été expulsés il y a près de 2000 ans. Il restait bien sûr une petite communauté sur place, mais il n'existait plus d'Israël. Et en 1947, à cause des 6 millions de morts de l'Holocauste, la communauté internationale a accepté que les Juifs puissent revenir. Mais là, il y a eu tout de suite un conflit parce que les États arabo-musulmans qui étaient sur place ont revendiqué leur propre territoire. C'est ça, ont revendiqué. Et ça a fait une guerre entre, bien sûr, les colons juifs qui avaient commencé à se rétablir là après la Première Guerre mondiale et, bien sûr, les Palestiniens qui étaient appuyés par les États arabes environnants. La communauté internationale, finalement, a pris la part des Juifs et a accepté la création d'un État juif à côté d'un État palestinien. Puis on a dit que ça, c'était temporaire, mais il fallait aller un jour vers peut-être la création de 2 États. Mais les 2 États revendiquaient Jérusalem comme capitale. Puis bien sûr, Jérusalem, avec le mur des Lamentations, c'est un des lieux les plus saints du judaïsme, mais bien sûr, avec le dôme de la Roche et la mosquée d'Omar, c'est de là où Mahomet est réputé être monté au ciel. Donc, c'est un des lieux les plus sacrés aussi des musulmans, d'où évidemment, les guerres continuent depuis ce temps-là parce que, bien sûr, une fois qu'Israël a été créé, il y a eu un vaste mouvement de la communauté juive internationale. Les Juifs sont revenus en Israël. Pour coloniser leur nouveau territoire. Puis donc, ça a fait la guerre des 6 jours en 67, une nouvelle guerre, la guerre du Kippour en 73, donc une série de conflits. Et en 67, si je ne me trompe pas, Israël a conquis beaucoup de territoires. Exactement. Ils ont conquis le Sinaï, ils ont conquis la Cisjordanie, la vieille ville de Jérusalem, qu'ils ont dit qu'ils annexaient pour l'éternité. Et donc, mais c'est ça, mais dans la Cisjordanie, c'était la Judée historique, parce que là, Israël ne comprenait pas jusque-là la Judée historique qui s'appelait la Cisjordanie. Et maintenant, bien sûr, ils l'ont annexée. Et depuis ce temps-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient massivement des colons afin d'obtenir une majorité. Et là, on estime que depuis 50 ans, il y a probablement au-delà de 600 000 colons juifs qui se sont donc des colonies de peuplement illégales, qui sont régulièrement dénoncés par les Nations unies, mais à chaque fois que ça vient au Conseil de sécurité pour un vote, les États-Unis utilisent leur droit de veto pour empêcher un vote de dénonciation. Et puis, bien sûr, les tensions ont monté à Gaza aussi. Et là, on est dans le plus important et le plus dangereux conflit au Moyen-Orient, je dirais, depuis la guerre du Kippour du début des années 70. Et ça risque encore
là, de s'embraser et de toucher l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Ben oui. Donc, Israël a fait des frappes mortelles contre des dirigeants arabes au Liban et même, bien sûr, en Iran. Et il y a eu une riposte avec des missiles iraniens contre Israël, notamment certains ont touché Tel Aviv. Et maintenant, c'est au tour d'Israël de répliquer. Donc, on est dans une spirale d'escalade. Là. On pourrait espérer qu'une puissance, soit internationale, comme les Nations unies, ou un pays qui a beaucoup d'influence, interviendrait, soutiendrait davantage les efforts de paix. Et ce qui m'amène à vous parler des États-Unis. Vous avez dit que les États-Unis ont toujours maintenu leur veto relativement à toutes sortes de questions liées à Israël et à la Palestine. Aujourd'hui, le conflit au Moyen-Orient a une grande influence sur la campagne présidentielle aux États-Unis et vice-versa. Oui, et c'est ça. Et les deux partis n'osent pas dénoncer Israël parce que, bien sûr, il y a des communautés juives importantes dans des États clés, puis ils ne veulent pas indisposer ces gens-là et les gens qui sympathisent avec eux. Mais il y a peut-être un mouvement actuellement du côté des démocrates. Depuis 24 heures, là, le gouvernement des États-Unis a dit à Israël: arrêter la catastrophe humanitaire qui se passe à Gaza. Bon. Vous avez 30 jours là, pour faire cesser ça. Sinon, on pourrait cesser notre financement de vos opérations militaires. On pourrait cesser de vous financer aussi des armes. Mais maintenant, encore une fois, pourquoi 30 jours? Il aurait dû dire, il faut que vous fassiez ça maintenant. Au nombre de morts qu'on a par jour. Au nombre de morts. Mais dis-moi, M. Lester, ici, là, c'est l'administration Biden qui dit là, à Netanyahou, écoutez, là, il faut vous arrêter ça. Est-ce que c'était une tractation, d'après vous, de coulisses pour que l'équipe de Kamala Harris dise, écoutez, prenez ce blâme-là, prenez le blâme de la communauté juive, ultimement, qui nous en voudra, puis nous, on va essayer de se distancer. Kamala Harris va essayer de se distancer de ça. Parce que Kamala Harris a besoin, par exemple, de votes dans la région de Chicago, où les arabo-musulmans représentent une raison politique, une part importante de l'électorat. Alors donc, est-ce que c'est juste des déclarations publiques? Parce que quand même, Biden s'est cru obligé d'envoyer 100 soldats en Israël avec des missiles au cas où, parce que Israël a dit qu'ils vont attaquer, ils vont faire une frappe contre l'Iran. Hein, ils sont engagés à faire ça. Et même selon le Washington Post, ça pourrait arriver avant les élections américaines. Okay. Donc, mais apparemment, Biden a convaincu Israël de ne pas frapper les installations nucléaires ou les installations pétrolières iraniennes, parce que là, frapper les installations pétrolières iraniennes, ça ferait monter le coût du pétrole partout à travers la planète. Puis bien sûr, mais c'est ça, ce qui fait la force extraordinaire et incontrôlable d'Israël, c'est qu'ils ont au moins une centaine de bombes atomiques. Et donc, c'est le seul pays... Là, vous en apprenez une bonne. C'est le seul pays du Moyen-Orient qui a des armes nucléaires. Et c'est pour ça que des pays comme l'Iran cherchent eux aussi à s'équiper d'armes nucléaires afin, bien sûr, de rétablir la parité. Mais ils ne l'ont pas encore, mais ils sont pas loin de la recherche. Mais ce qui se passe actuellement, d'après moi, c'est extrêmement dangereux pour Israël même. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce qu'actuellement, l'Iran, parmi les gens qui soutiennent l'Iran, il y a la Russie, il y a la Chine et il y a la Corée du Nord. Même la Corée du Nord collabore depuis une vingtaine d'années pour développer les missiles iraniens. Les missiles iraniens qui, au début du mois d'octobre, ont frappé Israël, là, c'était des missiles qui avaient été fabriqués, conçus et fabriqués avec la collaboration, pas conçus en Corée, mais il y avait des techniciens nord-coréens qui étaient en Iran et qui collaborent. T'sais. Et en plus de ça, la Corée du Nord, qui a bien sûr Kim Jong-un, un dictateur plutôt erratique, mais ils ont des armes nucléaires. Et quand George Bush parlait de « the axis of evil », là, ça se matérialise pas mal. Là. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que, dans le fond, actuellement,
il n'y a rien qui empêcherait la Corée du Nord, afin de contrer leur ennemi principal, les États-Unis, de fournir au moins une bombe atomique à l'Iran. Puis aucune façon là, que personne pourrait les empêcher. Puis une fois que l'Iran peut dire « nous avons maintenant une arme nucléaire », bien là, ça augmente bien sûr toutes les tensions au Moyen-Orient, parce que là, il y aurait pu simplement Israël qui aurait une arme nucléaire. Il y aurait aussi l'Iran. D'ailleurs, même si l'Iran ne reçoit pas là, secrètement une bombe atomique de la Corée du Nord, ils sont probablement à quelques mois de la faire eux-mêmes. D'en développer Normand Lester, quand on vous écoute, inévitablement, le ciel s'assombrit, puis on fait comme, bon, alors, quel est votre espoir, à vous, d'intervention? Qu'est-ce qui pourrait arriver, qui pourrait diminuer le rond allumé au rouge en dessous de cette casserole explosive? Écoutez, malheureusement, je suis extrêmement pessimiste. Ah ouais? Je ne vois pas vraiment comment tout ça... Écoutez, premièrement, Gaza s'est détruit. Hein? Je veux dire, l'enclave de Gaza... Ça va prendre un siècle à rebâtir. Oui, mais là encore, c'est pas fini. On est en train encore d'expulser la population. Et puis, bien sûr, maintenant, tout le sud du Liban aussi est en train d'être détruit. Et là, la communauté internationale fait seulement commencer à agir. Et là, je pense encore une fois qu'Israël, qui a l'arme atomique, considère qu'ils ont carte blanche pour... Puis ils ont décidé de régler une fois pour toutes leur opposition au Hamas et au Hezbollah. Et il n'y a pas vraiment... des adversaires du côté arabo-musulman qui ont les forces nécessaires même pour dire, nous, on va s'opposer à ça. Bien, on voit, tout le monde est tranquille. L'Égypte n'intervient pas, l'Arabie saoudite non plus. Il y a seulement l'Iran, et puis, bien sûr, ça y a causé des problèmes. En terminant, il nous reste une minute. Ce que vous nous décrivez comme une crise, évidemment, qu'on connaît tous, qu'on malheureusement trop bien, il semble y avoir ici une grosse composante de politique partisane qui contribue à ça. C'est-à-dire que la Knesset, l'Assemblée nationale, le Parlement d'Israël est un Parlement minoritaire où M. Netanyahou a dû faire un pacte avec des motivés et des craqués. Exactement. Et puis du côté des États-Unis, encore une fois, c'est l'élection entre les républicains et les démocrates qui cause l'inaction. Oui. Et puis, mais si jamais Trump est élu, ben Trump va être un partisan inconditionnel d'Israël. Mais vous n'avez pas écrit un livre sur lui, vous? Stupide et dangereux, les États-Unis à l'ère de Trump. Et malheureusement, actuellement, c'est nez à nez entre Harris et Trump aux États-Unis. Depuis un mois, c'est le nez d'Harris qui dépassait légèrement. Et malheureusement, depuis une semaine, de Donald Trump qui est... Ah non, mais et ça va être une situation... Et de toute façon, on va vivre des événements particuliers, extrêmement tragiques aux États-Unis, que si Trump gagne, on voit tout de suite, on s'en va vers une dictature d'un individu. C'est Mussolini. Puis d'ailleurs, regardez sur YouTube... Un discours de Benito Mussolini. Regardez-le. Vous allez voir qu'il ressemble à Donald Trump. On dirait que c'est Donald Trump qui est en train de faire un discours. En tout cas, on ne peut pas dire que vous nous rassurez, mais vous nous informez. Merci beaucoup, M. Lester. À bientôt. Au revoir.